On va quand même dire bonjour à tous. Bienvenue sur la page Je construis mon bonheur, sur le groupe, enfin bref, sur notre live. Donc Nathalie Valentin, coach en amour de soi. Moi, j'accompagne les enfants non désirés à s'affirmer et prendre leur place dans leurs relations personnelles afin de s'épanouir et d'entretenir des relations qui soient harmonieuses, équilibrées, épanouissantes. Trois petits points. Et donc, moi, mon sujet de prédilection, forcément, c'est les enfants non désirés en général. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Céline Raffron, qui est coach, écrivaine et scénariste. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Céline, c'est donc qu'elle a une culture littéraire, mais de ouf, mes amis. Moi, ça m'impressionne. Que ce soit sur la mythologie, sur les contes, sur la littérature moderne, sur les dernières sorties littéraires et tout. Enfin, elle connaît, mais trop de trucs. Et moi, j'arrête pas de lui demander de me recommander des bouquins. Et parce que ce que j'aime surtout avec Céline, c'est l'analyse en fait qu'elle fait, que ce soit de la mythologie, des contes ou des romans d'aujourd'hui, l'analyse qu'elle en fait sur tous les liens qu'elle fait vers le développement personnel. Moi, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus en fait dans le travail et dans le discours de Céline, et c'est pour ça que je l'ai invitée à nous rejoindre ce soir, où elle va nous parler des enfants non désirés dans la littérature. Et en fait, comme elle a beaucoup étudié ça, elle va pouvoir nous sortir beaucoup de choses de modèles, de patterns qui se répètent, etc. Et puis ensuite, elle va faire les liens entre ce qui se passe dans les contes et dans la vraie vie en dev perso, spécifiquement pour les enfants non désirés. Voilà, donc je laisse Céline, si tu veux en dire un petit peu plus sur ton travail, sur ce que tu fais, etc. C'est à toi, c'est la minute promotion, et on refera une minute promotion aussi à la fin, où tu pourras parler de tes accompagnements si tu veux. Yes, trop bien. Je te laisse Merci. la parole. La meilleure manière de me décrire, en fait, c'est de parler des deux passions que j'ai dans la vie. Ma première passion, c'est l'imagination et ma deuxième passion, c'est les gens. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu fais un mix entre ces deux passions, ça te donne quelqu'un qui, en fait, travaille sur les différentes manières d'explorer l'humain à travers l'écriture. Que ce soit du coup via l'écriture de soi, via la lecture de livres et l'analyse qu'on en fait. Et tout ça, j'aime bien le regrouper sous un terme que j'appelle écrire sa mythologie personnelle. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans le développement personnel, c'est tout ce pan en fait que j'appelle l'autofiction, où en fait le développement personnel te permet d'avoir les outils et les schémas de pensée qui font que tu deviens le héros de ta propre histoire. Tu écris ta propre histoire. Ouais, exactement. Du coup, j'allais dire, je te disais, oh, tu feras ta minute promotion un peu plus tard, mais ce que j'aime beaucoup aussi dans ton travail, c'est que tu fais des ateliers d'écriture, où d'ailleurs, en fait, c'est un mix entre écriture et jeu de rôle, en fait. C'est Et ça. ouais, et ça rejoint totalement ce que tu viens de dire, en fait, où tu guides les personnes dans un jeu de rôle, où on invente. En fait, moi, j'en parle parce que j'ai fait 2 ateliers avec Céline à ce sujet-là. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, en fait. Donc Céline, elle prend le rôle du maître de jeu. Elle raconte un début d'histoire, et ensuite c'est à nous d'imaginer plein de choses pour qu'on se raconte nous-mêmes notre propre histoire. Et après, elle nous pose plein de questions. Donc il y a une première partie qui est on s'invente une histoire en fonction des questions et de ce que nous guide Céline, et on écrit des choses. Et il y a la deuxième partie où elle fait le lien avec nous-mêmes, en fait, ce que l'histoire qu'on a inventée dit de nous-mêmes. Et moi, je trouve que c'est un super subterfuge pour travailler sur soi, parce que ça fait quand même maintenant quelques années, ça fait bien 7 ans que je travaille sur moi en dev perso, et l'ego, il devient de plus en plus fort, en fait, à force de travailler sur soi. Et passer par l'imaginaire, ça permet de le court-circuiter un peu, c'est génial. Voilà. Je refais encore un petit partage sur mon groupe privé, désolée. J'arrive Vas-y. rapidement. Euh, En attendant, écoute, je vais parler de mes ateliers en disant que j'ai décidé que j'allais faire Vas-y. un modèle de vente pour ces ateliers qui permet l'intimité, dans le sens où comme c'est des ateliers où on joue des rôles de personnages et en plus de ça, on sait qu'on va parler de soi, qu'on va s'écrire, j'ai décidé qu'en fait mes ateliers, je les vends à des clients qui constituent eux-mêmes le groupe qui va jouer avec eux. Donc, ça vous permet de jouer en confiance avec des gens avec qui vous avez envie de partager ces pans-là de vous. Et en plus de ça,
moi, j'écris les scénarios de jeux de rôle par rapport aux thématiques de développement personnel que vous avez envie d'explorer. Donc, si vous voulez, sur ma page, vous allez voir que j'ai combien? J'ai 3 scénarios déjà décrits. Un scénario qui explore la mission de vie, un scénario qui explore le blocage, le plus gros blocage que vous avez en ce moment, un autre qui explore le message que vous voulez porter dans le monde. Et si vous avez des thématiques qui ne rentrent pas dans ces scénarios-là et que vous voulez traiter, vous pouvez me les soumettre et j'écrirai un scénario par rapport à ça. Ah, je vais réfléchir du coup à des idées à te soumettre. J'avais oublié ça. Ok, ça y est, moi j'ai fini mes partages, donc on peut vraiment démarrer là le live. Ah ouais, ça fait comme 8 minutes qu'on papote. Ah bah ça, et fais attention parce qu'en plus moi, il faut me couper. Ok, donc du coup, donc nous on avait préparé un petit peu notre live il y a une semaine de ça, et moi il y a une chose dont tu m'avais parlé vraiment qui m'avait un peu déjà mise, enfin j'allais dire sur le cul, c'est quand tu m'as parlé de la mathématique des comptes. Et bon, après, c'est vrai j'imagine qu'on a étudié plein de choses dans la littérature, les comptes, etc. Et quand tu m'as parlé de ça, j'étais à me dire, attends, il y a quelqu'un qui a fait de la mathématique des comptes, mais c'est ouf! Et c'est surtout, tu me disais que dans la mathématique des comptes, c'est là en fait où on peut tirer les grandes lignes des comptes qui marchent. Et c'est là où tu m'as dit qu'effectivement, dans les comptes, il y avait beaucoup quand même d'enfants non désirés enfin, le cas de l'enfant non désiré revenait souvent comme un héros. Et du coup, c'était super intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu justement tous ces schémas en fait qui se répètent souvent et qui font que les enfants non désirés font des bonnes histoires et des super héros? Quelle belle question. Alors, du coup, en fait, la thématique des enfants non désirés, elle m'a fait beaucoup réfléchir parce que, au final, si on avait pris la thématique des orphelins, ça aurait été facile, tu vois. C'est facile de trouver des orphelins dans la littérature. Mais par contre, pour trouver des enfants non désirés, c'est un peu plus compliqué, ça demande un peu plus de recherche. Et du coup, j'y réfléchissais, j'étais en train de chercher dessus, et je suis retombée du coup sur le bouquin qui s'appelle du coup effectivement La métaphysique des contes, ou un truc comme ça de Edgar Prop, P-R-O-2-P pour ceux qui veulent le retrouver. Et en fait, c'est un mec qui a travaillé sur tout le corpus qui existe des contes russes. Et à partir de ça, en fait, il a extrait en fait, c'est ça, la morphologie du conte. Il a extrait toutes les morphologies possibles pour un conte. Et effectivement, quand tu regardes, il y a certaines pages de ce bouquin, c'est un algorithme. Vraiment, en fait, il passe des pages entières à te dire AX est égal à tel début d'histoire, AB est égal à telle péripétie, etc., etc. Et tu as des pages entières où c'est des lignes comme ça de maths, quoi. Et du coup, effectivement, c'est vraiment le mec, il a fait la mathématique des comptes. Et la raison pour laquelle j'ai repensé à lui, c'est parce que je pense que lui, il avait vraiment exploré justement la caractérisation du héros de conte et justement quelle sous-partie de morphologie de conte ça peut créer. Et il se trouve que l'enfant non désiré, en fait, il est énormément présent dans les contes. Et j'avais pas capté ça avant de travailler pour ton live, mais quand j'ai relu ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit, en fait, c'est dingue parce que justement, l'orphelin qui est vachement populaire dans notre littérature un peu plus moderne, mais en fait, dans les contes, il est beaucoup moins présent. Et ce qui est beaucoup plus présent, c'est des cas d'enfants qui veulent être abandonnés par leurs enfants, ou qui sont séparés, non, de parents qui veulent abandonner leurs enfants, des enfants qui sont séparés de leurs parents pour des causes un peu, enfin si tu veux, genre limite les parents les vendent, ou alors les parents regrettent d'avoir eu un enfant et du coup il leur arrive un mauvais sort qui fait que leur enfant part justement vivre son aventure de conte. Et il y a même par exemple, typiquement, tu as toutes les problématiques, tu sais, où tu as la femme qui promet son premier enfant au monstre qui l'a aidé. Et du coup, bah, ça, c'est pareil, c'est un enfant non désiré qui a une grande partie du rôle à jouer dans le conte. Parce que généralement, c'est le début de la grosse péripétie, tu vois. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que oui, en fait, l'enfant non désiré, c'est un énorme pivot dans les contes. Et un pivot sans lequel il y a plein de sous-embranchements de contes qui peuvent pas avoir lieu. Ouais. Du coup, tu as quelques exemples à nous citer de choses qui se produisent ou qui pourraient pas se produire, etc.
Ouais, bah, j'avais envie de reparler de la Baba Yaga parce que je sais pas si tu te souviens, Ah on avait oui, parlé de la Baba j'en Yaga avais dans parlé. dans la préparation du live. Mm. Et du coup, donc dans les contes russes, souvent la méchante, c'est la Baba Yaga, la méchante sorcière, qui vole des enfants, qui mange les enfants. Enfin voilà, elle est vraiment très très méchante et en particulier envers les enfants. Mais ce qu'on apprend avec un enfant non désiré, parce que généralement ce qui se passe, c'est que l'enfant non désiré, il a une conversation avec la Baba Yaga. Et c'est l'enfant non désiré qui va dévoiler que la Baba Yaga, en fait, elle fait ça pourquoi? Parce qu'elle est stérile, parce qu'elle n'a jamais réussi à avoir d'enfant, parce qu'aucun homme n'a voulu l'aimer. En fait, c'est vraiment l'enfant non désiré, il est révélateur de toute la problématique émotionnelle du méchant dans le conte. Et ça, c'est des moments du conte auxquels on n'a pas accès si le héros il est plutôt orphelin ou normal, Mm. enfin normal dans le sens où il n'a pas de problématique émotionnelle liée à ses parents, quoi. Oui, oui, et puis sans doute, enfin de ce que tu m'as dit, j'ai l'impression que c'est aussi un peu l'enfant qui était le moins désiré qu'on va envoyer en mission chez la Baba Yaga. Comme ça, s'il revient pas, c'est moins grave, quoi. Il y a un côté comme ça. Bah, tu sais, le conte de La Belle et la Bête, à la base, il est comme ça. Parce qu'en fait, dans la version originale de La Belle et la Bête, eh ben, le père de Belle, il vend Belle à la Bête parce que c'est la troisième fille et du coup, c'est pas trop grave. Je me dis, c'est horrible cette histoire. Ah mais c'est cruel, vraiment les contes sont très 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 cruels en fait au niveau des mœurs parents-enfants. Et au final, c'est vrai que quand j'ai commencé à m'y replonger et me dire ouais les enfants non désirés en fait dans les contes, mais c'est ouf, c'est les meilleurs héros et héroïnes. Oui, c'est clair. Et c'est aussi ce que tu disais, c'est qu'ils sont vraiment agents de transformation déjà d'eux-mêmes parce qu'ils vont vivre une aventure, une quête, souvent quelque chose comme ça, mais souvent ils vont aussi transformer les personnages autour d'eux. Alors La Belle et la Bête, moi je l'ai pas lu, mais j'ai vu la version en noir et blanc avec Jean Marais. Et effectivement, on voyait bien cette fille, aussi la fille qui se dévoue. Ça, c'est tout à fait vraiment un des comportements de l'enfant non désiré qui, pour parce que inconsciemment, l'enfant non désiré pense qu'il ne mérite pas déjà d'exister, d'être aimé, et donc il va tout faire pour être aimé de ses parents, de son entourage, de ses frères et sœurs. Et donc c'est quelqu'un de très dévoué en fait, et parfois même trop. Et ça, on va en parler tout à l'heure de l'écueil du surdévouement pour les autres, qui est Ouais. récompensé dans les contes, mais pas forcément ou très peu dans la vraie vie. Mais donc c'est vrai qu'il y avait ça, je m'en rappelle très bien dans la Belle et la Bête. Et après, effectivement, ah bah tiens, on va plutôt aborder tout de suite l'écueil du surdévouement, puisqu'on est sur l'exemple de la Belle et la Bête, qui est un super exemple. Ouais. Parce qu'effectivement, à la fin, elle est récompensée de cette autant dévouée, quoi. Parce que finalement, elle avait une famille qui était aisée, mais qui commence de plus en plus à perdre de l'argent, j'ai l'impression, qui est plus si C'est riche ça. que ça. Bah, c'est pour ça qu'il la vend son père, hein. Il la vend parce que du coup ses sœurs, elles dépensent trop d'argent dans les beaux bijoux et les belles robes et du coup son père n'a plus d'argent. Et il vend du coup Belle pour récupérer de l'argent pour les sœurs aînées, alors que Belle est la plus intelligente, la plus futée, celle qui faisait le plus attention aux sous, etc. etc. Mm. Et du coup, si tu veux, comme les contes, c'est fait pour véhiculer une morale, et ben justement, c'est comment dire, tout ce que Belle, elle donne en dévouement à travers le conte, c'est le miroir de la récompense qu'elle a à la fin. Parce que du coup, elle, comment dire, elle accepte de sacrifier sa liberté. Au final, elle est plus libre que sa famille. Elle sacrifie ses propres dépenses. Elle est plus riche que ses sœurs. Elle sacrifie l'amour familial. Elle a l'homme de sa vie. Mm. Ouais, exactement, c'est vrai. Après, du coup, ça me fait penser, tu sais, les contes de fées, c'est très chouette comme ça, mais la morale, comme on disait, il y a l'écueil souvent. Enfin, tu sais, il y a la grande blague maintenant de dire que les parents nous ont fait croire au prince charmant, ils nous ont fait croire à la petite souris, ils nous ont fait croire au Père Noël, et à chaque fois on s'est fait mais carotter de ouf. Bon, le prince charmant ou la princesse charmante, elle existe sans doute, mais faut arrêter de l'imaginer comme Beyoncé ou Justin Timberlake ou je sais pas qui sont enfin, les personnes Ryan qu'on a vues. Reynolds. Ouais, mais enfin voilà, donc bon, c'est pas tout à fait faux, mais il faut revoir ça quand même. Mais, mais du coup, là aussi, on a envie de se dire, ouais, elle sacrifie tout. Et
elle aussi, enfin moi j'ai pas lu le conte, j'ai vu seulement le film et c'était alors j'imagine que ça se retrouve aussi dans le conte où elle va quand même braver sa peur parce qu'elle a très peur de la bête au départ. Ouais. Au début, juste le regarder c'est difficile pour elle, rester en sa présence dans une pièce c'est très difficile pour elle. Elle le fuit beaucoup au début du film, mais après peu à peu, ils vont s'apprivoiser l'un l'autre. Elle va aussi apprivoiser sa peur. Et elle va accepter de passer du temps avec lui et des sentiments vont commencer à se créer, quoi. Mais c'est vrai que donc là, la morale, elle est magnifique de se dire elle sacrifie tout et a priori, elle part vraiment au casse-pipe, quoi. Hein. C'est ça. Et à la fin, elle a tout. Elle a un mari merveilleux, le prince charmant, elle a l'argent, enfin, elle a tout, quoi. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, enfin, c'est rarement comme ça. Et en même temps, je me dis, en même temps, si en dev perso, et c'est là où on peut faire le lien avec le dev perso, si on devait réussir à se libérer de tous nos schémas, est-ce que finalement, on n'arriverait pas, nous aussi, à décrocher la timbale? J'en sais rien, quoi. Mais c'est pas aussi simple. C'est le moment où j'ai envie de parler des bad boys. Parce Yes. que pour moi, c'est vraiment dans les schémas de romance avec des bad boys où cet écueil-là, il se voit le plus. Parce qu'au final, si tu regardes bien, dans les fictions, les héroïnes de romance avec des bad boys, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elles prennent une posture de soignante, de coach ou de thérapeute, tu vois, un truc comme ça. Mais en gros, c'est vraiment en ayant ce syndrome d'infirmière poussé à l'extrême qu'en fait, le mec, il guérit et oh là là, c'est génial, il devient quelqu'un qui est tellement exclusif, qui est tellement passionné par elle et tout machin. Et ça fonctionne qu'en fiction. Parce que du coup, c'est ce que on en parlait quand on préparait le live aussi. C'est comme quoi on fait bien les choses. Mais en fait, le truc, c'est que les personnages de fiction, en fait, ce sont des... comment je vais dire ça? Euh, c'est des exagérations. C'est-à-dire que les personnages de fiction, ils sont faits pour qu'on mette une loupe sur certains états émotionnels qu'ils ressentent et de les amplifier à fond, tu vois, de manière à ce que ce soit presque surhumain, quoi. Parce qu'un bad boy hypersensible, comme t'en as dans les romances, bah, franchement, j'en ai pas encore croisé dans la vraie vie. Je sais pas toi, mais moi, j'en ai pas encore croisé dans la vraie vie. En vrai, dans la vraie vie, c'est les bad boys. Ils sont taciturnes, méchants et cassés, mais en aucun cas, t'es assez, comment dire, t'es assez, comment dire, soignant, quoi. T'es pas assez altruiste pour encaisser tout ça, quoi. C'est pas C'est- possible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand tu dis soignant, infirmière, moi j'ai envie de dire ouais, le sauveur, le sauveur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais dans la vraie Et vie, puis, il vaut pas le jeu, quoi. oui, c'est clair. Bah, dans la vraie vie, je pense que les bad boys, ils ont une carapace, mais comme ça, en béton armé. Et puis comme on nous le dit souvent, enfin moi, dans ma formation de coach, et toi, tu as aussi dû l'entendre, c'est la personne en face de toi t'a demandé quelque chose? Non? Alors tu lui fous la paix, tu vas pas coacher des personnes qui t'ont rien demandé. Et on peut pas sauver des personnes qui veulent pas être sauvées, tu vois. Ça, c'est l'écueil du sauveur en général de toute façon. Et tu peux sortir les pagaies et faire ce que tu veux. Je veux dire, les gens, oui, on peut toujours les accompagner, mais on peut pas faire le boulot à leur place. Donc, et justement, c'est peut-être ça le mensonge qu'il y a dans ces romans-là modernes, tu sais, avec le Bad Boys, c'est que peut-être que c'est pas dit, mais il est prêt à changer. Mais les personnes qui ne veulent pas changer, elles changeront pas de toute façon. Donc, Il y a ça, et il y a aussi les attentes de l'héroïne qui sont hyper élevées, en fait, hein. Elle est hyper exigeante, hein, dans ce qu'elle veut du mec qui va finir avec elle. Et au final, quand on exige de quelqu'un comment dire, qu'il exprime son amour de manière aussi fusionnelle et exclusive et passionnée et bizarre que ce que les héroïnes elles exigent des bad boys, bon, dans la réalité, c'est pas tenable, hein. Tu restes en relation 3 mois et après tu te casses, quoi. je veux dire, en plus, la meuf, en fait, elle est en dépendance affective de ouf, tu vois. C'est ça, Ce qui est pas. exactement. Bon, après, chacun fait de son mieux, mais c'est pas ouf non plus au départ, normalement. Hein. C'est ça. Et du coup, c'est pour moi que c'est pour ça que pour moi, l'énorme dévouement des enfants non désirés dans la fiction qui amène à des récompenses presque quasi divines, en fait, bah, c'est une mythologie qu'il faudrait déconstruire parce qu'au final, on apprend aux gens à sacrifier ce qui fait eux, en fait, ce qui fait leur personnalité. Sauf que, bah, au final, ils n'auront pas ces cadeaux-là parce que dans la fiction, ils les ont parce que tout est exacerbé. Alors que dans la réalité,
En vrai, vaut mieux plutôt s'aimer soi et réussir justement à faire son propre développement personnel pour avoir justement ces fameuses récompenses qui ont l'air quasi divines, quoi. Mm. Ouais, exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, pardon, j'ai une notif, ça m'a perturbée. Tu regardes Euh, si on a des commentaires. oui, je regardais, mais c'était pas un commentaire. Je sais pas, je vois 3 personnes qui nous regardent, mais comme elles disent pas coucou ni rien. Ah oui, si vous nous regardez, j'en profite justement. N'hésitez pas pour nous mettre un petit coucou dans le chat, ou pour poser des questions, ou pour poster une réaction, ou si il y a un exemple, je sais pas, de film ou de bouquin dont vous voulez qu'on parle. Alors moi, sans doute, je serais là à dire, ah bah non, mais moi je sais pas, mais Céline, je suis sûre qu'elle saura. Moi, sauf si vous me parlez de Harry Potter, ça va. C'est ça. Ne vous inquiétez pas, on va faire un Mais encart sur les enfants non désirés dans Harry Potter. c'est clair, non, parce qu'il y en a plusieurs. Et ce n'est pas Ce Harry. n'est pas Harry. Parce qu'en préparant le live, on en discutait avec Céline, du coup, parce que j'ai demandé à Céline aussi de réfléchir à quelques références de bouquins à recommander où vraiment il y a mais un enfant non désiré qui va vivre vraiment mais un destin ou un cheminement ou une évolution au cours du roman qui est inspirante en fait. Et du coup, elle a trouvé quelques exemples. À un moment, on parlait de Harry Potter et elle me dit ouais, et Harry Potter, je pense qu'un enfant non désiré. Alors, et comme je connais ça va pas plutôt bien Harry Potter, j'étais là à y réfléchir. Je fais non, non, Harry Potter, c'est pas un enfant non désiré. C'est un orphelin qui a beaucoup souffert, on est d'accord, mais ce n'est pas un enfant non désiré. Et parce que Harry Potter, en fait, l'enfant non désiré, ses comportements typiques, c'est vraiment de penser mais aux autres avant tout, de se faire passer en dernier. Et Harry, il y a des moments où vraiment il se met en danger, ça montre bien qu'il pense pas du tout aux autres, parce qu'après il y a Ron et Hermione derrière qui viennent récupérer l'affaire, qui risquent leur vie pour Harry Potter. Enfin, un enfant non désiré, jamais de la vie il ferait ça. Hein. Donc c'est là où on se disait que pour moi Ron est un enfant non désiré. Et c'est vrai que la famille Wesley, ils sont assez nombreux, donc lui, je sais plus, c'est le combienième? C'est le Attends. quatrième? Il y a Bill. Les jumeaux? Ouais, attends, je fais dans l'ordre. Il y Ouais. a, comment il s'appelle? Le plus vieux, je me souviens jamais comment il s'appelle, mais en gros, il y a Bill. Il y en a un autre. Il y a Percy, il y a Fred et George, il y a Ron et il y a Ginny. Ah oui, yes! Ah ouais, t'as raison, j'avais Et oublié. justement, Ron, c'est clairement un enfant non désiré parce que tu vois, en fait, la mère, elle fait des enfants jusqu'à avoir une fille. Et elle arrête de faire des enfants le jour où elle a eu sa fille, enfin. Ouais, ouais. Puis en Si plus, Ron, quelqu'un connaît le nom du frère de Bill, là, le deuxième, dites-le s'il vous plaît. Celui qui travaille à Gringotts, s'il vous plaît. il y a Cassidy qui est là, qui dit coucou. Euh, Ah, parce que oui, Bill, c'est lui qui va se marier avec Fleur de la Cour. Bill, c'est celui qui devient loup-garou, ouais, et qui travaille avec les dragons. D'accord, ouais, avec les dragons. Et ensuite, il y en a un deuxième qui travaille chez Gringotts, et après, il y a Percy. Ouais. Ah, d'accord. Ah ouais, déjà, moi, lui, celui qui travaille chez Gringotts, je l'avais oublié, tu vois. On n'en parle pas beaucoup. Bah, il est déjà très adulte et très indépendant dans. D'ailleurs, je crois qu'il est plus vieux que Bill. En fait, je crois que c'est lui le premier, c'est l'aîné. Ouais, c'est probable. Et c'est pour ça Mm. on l'a vu juste une fois vite fait. C'est ça, bah, il vient au mariage de Bill histoire de trinquer, puis après il se casse, quoi. Et puis on le voit chez Gringotts. Et puis après, moi, je l'ai zappé. Hein. Franchement, j'avais zappé. Ah ouais. Ouais, Cassidy, si jamais. Ah, il y a aussi Ludovic, pardon, j'avais pas vu. Coucou de la Réunion. Ah, je savais pas que Ludovic vivait à la Réunion. Bah, Ludovic et Cassidy, si jamais vous êtes encore là, que vous avez envie de parler je sais pas, d'un personnage qui est enfant non désiré. Ah, il y a Cassidy qui propose Charlie Ah, comme mais oui, prénom. c'est Charlie. Mais oui, c'est Voilà, Charlie. Le plus l'aîné. l'aîné. Oui, maintenant qu'elle vient de dire Charlie, moi aussi, je me suis dit, je crois que c'est ça. C'est ça, Bravo, oui, c'est bravo Charlie. Cassidy. On va, on va poser d'autres cols comme ça aussi. Ah Et bah ça, on parle de la fiction, hein, donc il faut connaître ses rêves. ouais, mais je vois qu'il y en a qui connaissent super bien. C'est vrai que moi j'ai tendance à oublier certains détails comme ça. Les personnages qu'on a vus 2 fois en je sais pas combien de pages, de milliers de pages ou d'heures de films, c'est clair que moi je les zappais à la fin. Quoi. Et, oui, donc on se disait dans Harry Potter, il y a Ron qui est très certainement, enfin qui est un enfant non désiré, c'est sûr. Toi, tu pensais aussi au prof loup-garou, son nom m'échappe. Rémus, mais Ouais. Rémus pour moi c'est pas un enfant non désiré parce qu'en fait il a beaucoup de comportements d'enfant non désiré, mais je pense que lui il s'est auto-placé en enfant non désiré parce que comme il s'est fait mordre très jeune par un loup-garou, et ben lui il pense que justement il est plus un bon enfant en fait.
Et il s'auto-culpabilise, si tu veux. Du coup, je sais pas si ça peut rentrer. Parce que ce serait l'idée qu'il y aurait quelqu'un qui, dans son enfance, a un événement majeur qui fait qu'il pense plus correspondre à l'enfant que ses parents aiment et il se place lui-même en enfant non désiré, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, l'enfant non désiré, par définition, c'est plutôt au moment de la conception et au moment de la Mm, naissance. Et si lui, je sais pas, s'il s'est fait mordre à l'âge de 5 ans, je pense que c'est trop tard. Et puis c'est ce que lui s'imagine. Ça se trouve, ses parents, pour ouais. autant, ne vont pas le rejeter. Après, c'est vrai que ce qui Mm, caractérise beaucoup les enfants non désirés, ça va être enfin, en premier lieu, mais pas forcément que, c'est la blessure de rejet, c'est de vivre du rejet. Soit quand les parents apprennent bah que ah tiens il y a un bébé qui arrive, ou soit à la naissance pour ceux qui ont voulu garder la surprise, ou qui à mm. une époque on n'avait pas l'échographie, puis on aurait aimé avoir une fille, on a eu un garçon ou autre. Mais ceci étant, on peut le vivre aussi dans l'utérus, au moment où les parents apprennent par l'échographie le sexe de l'enfant. Ça peut être ça, quoi. Mais après, est-ce que dans les faits ses parents l'ont rejeté? Ça, je sais pas trop si c'est évoqué un moment dans la saga ou pas. Je pense pas. Mais tu sais, c'est un peu, si on devait le transposer avec la réalité, ce serait, imaginons un enfant qui, je sais pas, je vais dire un truc horrible. Un enfant qui chope le cancer à 7 ans Mm. et qui se dit, ah là là, je suis nul, c'est à cause de moi qu'il y a du malheur pour mes parents. Du coup, pour moi, ce serait vraiment cette comparaison-là. C'est est-ce que, du coup, est-ce qu'un enfant qui se place lui-même à la place d'enfant non désiré, bah, pour moi, ça colle, en vrai. Pour moi, ça colle parce que du coup, c'est vraiment, ça touche à son ressenti à lui, quoi. Oui, c'est ouais, ouais, effectivement, Mm, c'est ça peut rejoindre ça. Après, effectivement, peut-être que ces enfants-là vont développer des comportements dans le même style, mm. à, à s'imaginer qu'ils vont peut-être se voir rejeter, ou se dire je ne suis plus conforme aux attentes de mes parents. Effectivement, ça peut vraiment rejoindre ce type de blessure. Ouais, ouais, ça me semble Mm. assez logique, effectivement. C'est ça. Bah, parce que Rémus, du coup, il a vraiment des comportements qui collent avec tout ce que tu racontes. Parce que dans son groupe d'amis d'adolescence, là, où du coup, tu as James, Sirius, Peter et Rémus, bah, au final, Rémus, si tu veux, il accepte tout de ses amis, alors que Rémus, à la base, tu sais, il n'est pas tant en froid que ça avec Severus Rogue. Rémus, c'est le meilleur ami de Lily. Mm, Alors que, et justement, lui, ça lui plaît pas la manière dont, enfin, tu sais, on a quelques mention là-dessus dans le livre, mais en fait, Rémus, ça lui plaît pas la manière dont James et Sirius, ils chahutent tout le monde, dont Lily, dont Severus. mm, Et à la base aussi, il voulait pas que ses meilleurs amis, ils deviennent des animagus pour jouer avec lui en loup-garou, tu vois. Lui, il voulait respecter les règles, mais en fait, il se dévoue, il se dévoue, il se dévoue, il se dévoue. Et même fin, tu vois, avec la perte de ses amis d'enfance, eh ben, il vit pas sa vie, tu vois. Il vit constamment dans le deuil de cette amitié dans laquelle il s'était fondu quand il était jeune. Et il faut, enfin, tu sais, pour que Rémus, il arrête de se dévouer à la famille Potter, il faut quand même qu'il y ait le personnage de Tonks qui vienne et qui lui mette une espèce de claque métaphorique dans la tronche, tu mm. vois. Ah ouais. Il y a Ludovic qui nous pose une question qui dit non désiré est différent de rejeté, non? Euh, En fait, alors oui, c'est différent. Mais ceci étant, l'enfant non désiré, après, ça dépend à quel moment. Enfin, moi, en tout cas, de la définition que j'en ai, hein. Euh, donc l'enfant non désiré, c'est un enfant qui arrive plus tôt que prévu, ou du sexe opposé à ce que un ou les deux parents attendaient. Et l'enfant non désiré, quand les parents apprennent soit qu'il y a un bébé en route, soit que l'enfant qui est en train d'arriver ou à la naissance est du sexe opposé à ce qu'on aurait espéré, il y a une forme de rejet qui va être là. Après, ça ne veut pas dire qui va durer plus ou moins longtemps. C'est le temps que le ou les parents acceptent la décision, acceptent pardon, la situation, la nouvelle, enfin, le truc, la situation. Mais ça pas pour autant. Alors après, il y a des enfants non désirés qui vont se voir vraiment complètement rejetés des parents, et ça va aller, enfin rejeter même d'ailleurs, ça va aller jusqu'à l'abandon. Ça existe aussi. Mais après, il y a, oui, il y a comment dire, par rapport à la blessure de rejet et au rejet, il va y avoir en fait différents, je dirais, degrés de rejet qui vont être vécus par l'enfant non désiré. Est-ce que ça répond à ta question, Ludovic, ou pas? Mais oui, il y a une légère différence, mais l'enfant non désiré vit plus ou moins de rejet à un moment ou à un autre. Enfin, En c'est fait, au moi, c'est final, ce que je si comprends. on devait comparer l'enfant non désiré à une maladie, entre guillemets, bah, le rejet, c'est un symptôme. Merde, je comprends pas ce que tu viens de dire, tu peux répéter? Si l'enfant non désiré, c'était une maladie,
Ouais, ouais. Ce qui n'est pas le cas, hein. Oui, oui. Ne commencez pas à vous sentir mal. Si l'enfant non désiré, c'était une maladie, le rejet, ce serait un symptôme, au même titre que le manque émotionnel, l'effacement individuel et autres caractéristiques, quoi. Oui, effectivement. Oui, je vois ce que tu veux dire, parce que, ouais, je crois que tu veux dire, on voit les symptômes, parce que par exemple, l'enfant non désiré va développer certains types de comportements plus ou moins forts. Après, il coche pas forcément toutes les cases. C'est ça, c'est ça. Où il y a ça. Bah, c'est comme quand tu as la grippe. Et en fait, le symptôme possible de la grippe, c'est la fièvre, la toux, les maux de tête, les maux de Mm. ventre, les ci, les Ah ça, ouais, ouais, machin. je vois ce que La tu veux dire. fièvre, au final, tu le retrouves dans d'autres maladies, mais ça reste un symptôme, en fait. Oui, oui, voilà. Et Mm. d'avoir vécu du rejet, on va développer certains comportements, en fait, qui du coup, Voilà, c'est ça. on décèle de ça, on peut se dire, ah là, il y a peut-être une blessure de rejet, et à quoi est liée la blessure de rejet. Après, on retrouve facilement dans l'histoire de la personne, quand on lui demande les circonstances de sa naissance, vraiment, on le trouve assez Oui. vite, hein. Je veux dire, le bébé retour de couche, ou je sais pas, ou comme Ron, qui est je sais pas, le cinquième ou sixième garçon avant la C'est fille, ça. Jenny, etc. Là, on peut se dire, ouais, après, là, il y a un truc qui se joue et qui peut déceler. Mm. De là, on peut comprendre ça. Mm. Euh, Aussi, en préparant notre live, du coup, je passe à la suite. Vas-y. Non, non, je regardais. Du coup, ah oui, on avait parlé. Est-ce qu'on a parlé suffisamment là tu sais, du pouvoir de transformation de l'enfant non désiré en tant que lui-même et de son entourage? On en a parlé avec la Baba Yaga. Ouais, on a été un peu rapide sur le sujet. Je pense que ce qui est important de voir, c'est que si on reprend la morphologie des contes, il y a certains événements dans un conte qui peuvent arriver là dans les fameuses arborescences et mathématiques des contes uniquement si c'est le personnage de l'enfant non désiré qui rencontre le méchant. Et du coup, ces embranchements qui n'existent uniquement si le héros c'est un enfant non désiré, c'est des embranchements où le méchant redevient gentil. Et du coup, bah, typiquement pour la Baba Yaga, en fait, tu vas avoir cette possibilité où, au cours de la conversation entre l'enfant non désiré et la Baba Yaga, eh ben, elle se sent comprise, écoutée, aimée, ou enfin, en gros, tout ce dont elle manquait. Et du coup, elle décide d'arrêter de faire le mal. Et elle peut devenir un agent, d'ailleurs, elle devient une aide pour l'enfant non désiré pour le reste du conte. Et D'accord, ça, c'est possible uniquement si c'est l'enfant non désiré qui est en héros du conte. avec la Baba Yaga. Et Mm. l'enfant non désiré, lui, généralement, quelle transformation il va vivre dans les contes? Ah, lui-même. Ah bof, l'enfant non désiré, je pense que le chemin de développement personnel, il est toujours hyper clair, en tout cas dans les contes, parce que du coup, ça suit une morale très claire et qui est que justement, tu, tu es déjà une personne assez bonne et Mm, généreuse, et en fait, tu dois juste apprendre à suivre ce dont tu as vraiment envie. mm, ouais. Typiquement avec Belle, tu vois, par exemple, c'est vraiment l'idée que bah, la raison pour laquelle elle se fait pas emprisonner pour toujours par la bête, c'est parce qu'elle est tellement généreuse qu'elle arrive même à toucher en fait justement l'état émotionnel de la bête. Et du coup, comme au fur et à mesure de la vie, enfin, tu vois, sa grosse péripétie à Belle, c'est de choisir entre Gaston et la bête, en fait. Enfin, je dis Gaston pour que les gens qui voient le Disney voient de qui je parle, mais sinon, dans le conte, c'est le chasseur. Parce que du coup, en gros, c'est vraiment sa grosse péripétie, c'est de faire un choix. Et pas le choix que son père voudrait qu'elle fasse, parce que son père, lui, il voudrait qu'elle quitte la bête et qu'elle revienne auprès de lui et qu'elle revienne à l'amour familial qu'elle avait, tatati tatata. Et la bête, enfin, elle a le choix entre ça et la bête qui, lui, est là pour plutôt l'amour, le couple, la vie ensemble, et puis la vie de château. Mais ça, elle le sait pas encore, mais enfin, la vie d'aventure qu'elle avait vraiment envie à la base, tu vois. Et du coup, la péripétie de l'enfant non désiré, c'est toujours ce genre de choix-là qui est récompensé par le moment où cet enfant non désiré suit enfin comment dire, sa propre envie. En fait, c'est limite l'inverse de tout ce qu'on t'apprend dans la fiction d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, on apprend via le héros à être plus altruiste. Et en fait, l'enfant non désiré, il apprend à devenir un peu égoïste. Ouais, et à penser enfin à lui, quoi. Mm. Et ce qui n'est pas de l'égoïsme, je le rappelle encore une fois.
Ah, mais pour moi, Je le dis souvent. c'est. Tu te souviens de la définition des lois de l'égoïsme? En fait, c'est la définition de Lise Bourbeau, et oui, parce que moi j'en parle beaucoup de l'égoïsme ici, parce que nous, on est, en fait, les enfants non désirés, justement, donnent tellement que quand ils pensent enfin un peu à eux, ils ont peur d'être égoïstes, tu vois, et d'être taxés d'égoïsme. Et en fait, l'égoïsme, c'est vouloir que l'autre s'occupe de mes besoins avant les siens. C'est ça l'égoïsme. Et donc s'occuper de soi-même en premier lieu, sans oublier les autres, hein, parce que c'est pas du tout de l'égoïsme en fait. Donc c'est justement en fait c'est les autres qui sont égoïstes avec moi quand ils m'obligent ou me font du chantage affectif ou autre pour dire non mais d'abord occupe-toi de moi avant de t'occuper de toi. Et c'est là qu'on sait qu'on a des égoïstes en face de soi. Et l'idée c'est alors du coup nous autres enfants non désirés on peut marcher très facilement en fait dans ce type de chantage affectif puisque forcément on est là-dedans tu vois inconsciemment depuis notre naissance ou presque ou même avant la naissance. Et donc, du coup, on marche très facilement avec ça, nous, hein. Donc, C'est c'est ça. là où aussi où ben, on doit apprendre l'affirmation de soi, etc., reconnaître nos besoins, se reconnecter à nos besoins. Et du coup j'allais rebondir là-dessus parce que là, ce que tu dis de Belle, c'est vraiment bien. Parce qu'effectivement, enfin, elle suit son envie. Et en suivant son envie, finalement, la bête redevient le prince qu'il était et le charme est rompu. Et du coup, là, elle gagne tout. Elle gagne un amour. Parce que si elle avait dû choisir de retourner dans sa famille, elle aurait dû encore continuer à en faire des caisses pour être aimée en retour et être appréciée en retour. Et encore, même pas à sa juste valeur, j'ai envie de dire. Alors que là, avec la bête, finalement, elle a la surprise que ben, elle va être aimée pour ce qu'elle est vraiment, pour ce qu'elle est capable d'apporter. Presque, j'ai envie de dire, presque un amour inconditionnel aussi. C'est ça qu'ils Et, disent dans le conte, c'est un amour véritable. oui, voilà, un amour véritable, alors que c'est pas du tout ce qu'elle aurait eu avec sa famille. Et C'est ça. pendant qu'on préparait le live, tu me parlais aussi de Hunger Games. Oui. Et donc, Et ça, Hunger Games, du coup, ce que j'apprécie dans la saga d'Hunger Games, c'est que si tu veux, la morale, elle n'est pas aussi fabuleuse que ça, justement. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que Katniss, elle a elle a pas du tout une happy ending, mais elle a surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que elle se sacrifie à la place de sa sœur pour aller participer à un jeu mortel où les gens des quartiers pauvres, en gros, s'entretuent pour le plaisir des riches. Et sauf que sans faire exprès, elle génère une révolte. Et du coup, les gens qui sont à la tête de la révolte veulent qu'elle soit l'emblème de la révolte, alors que du coup, ça lui correspond pas du tout. Et en fait, elle passe vraiment de 2 tomes et demi à se sacrifier tout ce qu'elle veut, sacrifier même son propre caractère pour répondre aux attentes des sponsors dans le tome 1, de son entraîneur, puis après dans le tome 2, du coup, de la révolte, de l'image que la révolte veut donner au peuple, etc. etc. Et elle, elle apprend, enfin, son chemin de transformation, il est assez extraordinaire parce qu'elle apprend vraiment à laisser parler la sauvage qu'il y a en elle, en fait, laisser parler la... Attends, je bois un coup. oui, vas-y. Voilà. Elle a vraiment la transformation où elle se rend compte que plus elle s'oublie et plus ça lui cause du tort à elle-même individu, parce qu'en fait, c'est vraiment l'idée que ça génère du bien ce qu'elle fait, ça génère la révolte, ça génère de l'espoir, ça génère plein de choses comme ça, super. Mais sauf qu'en fait, à chaque fois, elle en paye le prix, mais elle le paye vraiment très fort, tu vois. Et du coup, à la fin du roman, là où on s'attend qu'elle fasse un choix ultime de héros, tu vois, genre où est-ce que tu emmènes la révolte, enfin, est-ce que tu emmènes la révolte à un niveau supérieur ou est-ce que tu tues la révolte? Et bah elle, en fait, elle fait carrément un troisième choix qui est, en fait, je m'en fous, j'achète ma liberté, tu vois. Mm. Et du coup, enfin, j'ai vraiment énormément aimé la saga Hunger Games parce que du coup, sa conclusion, elle est un peu amère, tu vois, un peu acide parce que du coup, elle a pas de cadeau, tu vois, pour le fait d'avoir fait ce choix. Mais en attendant, il y a ce super épilogue. J'essaye de pas vous spoiler, c'est pour ça que je galère à expliquer. Il y a ce super épilogue où, si tu veux, elle est là dans sa situation qui est ni ultra bonne ni ultra mauvaise et elle dit, mais au final, j'en ai rien à foutre parce que je suis entourée de ceux de qui j'avais envie d'être entourée et du coup, j'ai le quotidien que je veux et qui respecte mon caractère.
Ah ouais. Donc Céline sait que je n'ai pas encore lu Hunger Games. C'est pour ça qu'elle fait attention à ne pas me spoiler moi au moins, parce que j'ai essayé d'aller l'emprunter à la médiathèque et il était emprunté déjà. Il était sorti le livre, j'ai pas. Et là, Céline parlait surtout des bouquins plus que du film, parce qu'il paraît que dans le film Katniss est assez agaçante et Ah, mais oui, surtout c'est vrai. c'est moins détaillé tout ce que vient de dire Céline, tout ce qui se passe un peu à En elle, l'intérieur ouais. de la tête et dans le cœur de Katniss est quasiment était franchement survolé dans le film, parce que j'ai pas non plus vu le film, hein. C'est Céline qui m'a dit tout ça la semaine dernière, j'ai mémorisé, je le répète. En fait, dans le film, c'est tellement objectif que, en fait, si tu veux, on dirait qu'elle vit un espèce de triangle amoureux tel qu'on en voit dans la plupart des sagas jeunesse. Sauf que, si vous voulez, dans les bouquins, c'est très clair dans sa tête ce qu'elle veut. Et justement, l'issue de ce triangle amoureux, c'est très poignant, c'est très dur ce qui arrive à elle et un autre, tu vois. Et ça, c'est hyper dur, hyper fort, hyper poignant, sauf que c'est l'élément déclencheur qui fait ah ok, donc en fait, le seul truc que je voulais vraiment, ça fait autant de bordel que ça, et bah je vais tout défoncer. Ah ouais. Et moi, de ce que tu m'as dit de Hunger Games et de Katniss, c'est certes, elle a peut-être pas un épilogue de ouf comme La Belle dans La Belle et la Bête, mais moi, de ce que tu m'as dit et de ce que j'ai compris, c'est au moins elle apprend à déjà arrêter de se sacrifier pour les Mm. autres, de trop en donner pour recevoir très peu, et surtout, elle apprend à se reconnecter à ses besoins et ses envies, quoi. Donc moi, C'est je trouve que ça. c'est quelque chose, enfin, en tout cas, moi, de ce que tu m'en as dit, moi, je trouve ça inspirant parce que pour Mm. prendre mon exemple perso, je sais que pendant longtemps, j'étais paumée à pas tellement savoir ce que je voulais dans la vie parce que je voulais surtout plaire aux autres, être aimée des autres. Et du coup, je faisais plein de trucs. Je ne m'en rendais pas compte avant, mais je faisais plein de trucs dans ce but-là, en fait, dans cette attente cachée-là. On a reçu quelques petites questions, je l'ai vu juste après. Oui, Donc, il y a Cassidy qui demande le petit poussé serait pas un conte avec un enfant non désiré? J'ai si, vu, si, complètement. ouais, j'ai vu un film il y a longtemps, je me souviens plus trop de l'histoire, mais ça m'y fait beaucoup penser. Ah, c'est complètement ça. Pour moi, le petit poussé, c'est l'archétype du conte avec un enfant non désiré parce que justement, c'est en plus ce que je trouvais extraordinaire dans le petit poussé, c'est que dans le conte, il est avec ses 7 frères et sœurs, tu vois. Ils sont abandonnés tous les 7 et lui, c'est le seul qui a cette intelligence. Disons que comme il se méfie de base, tu vois, et qu'il a toujours le doute et qu'il a toujours peur justement, il prend la responsabilité de ses petits frères, mais il prend aussi cette intelligence de laisser les cailloux derrière lui, tout ça, pour retrouver toujours son chemin chez lui. Et le petit poussé, moi, c'est un conte qui m'émeut énormément parce qu'au final, au moment où il perd le chemin pour retourner chez ses parents, qu'il ne désire pas, lui et ses petits frères, et ben c'est là où il commence à apprendre à qui il est lui et ce qu'il veut lui et où il veut le retourner vraiment à la fin. Parce qu'au final, si tu regardes bien la structure du conte, en fait, il visite plein de foyers différents avant d'avoir cette Chez conclusion. l'ogre, chez l'ogre, à un moment, Il va chez un ogre. Ça dépend des auteurs, moi, je mais me il me souviens semble qu'il va surtout de aussi l'ogre. chez une J'ai oublié sorcière. les autres maisons. Ouais. Parce Ouais. enfin bon, bref. Après les contes, tu sais, c'est comme la mythologie, ça dépend des auteurs, ça dépend Mm. des époques, ça dépend des périodes. Mais moi, enfin, je pense que l'épisode chez l'ogre, ça parle à peu près tout le monde. Oui. Et j'ai trouvé ça vachement. Enfin, tu vois, l'épisode chez l'ogre, il est super intéressant parce que justement, ils se font passer pour les enfants de l'ogre pour pouvoir dormir chez lui. Après, du coup, ils se rendent compte que finalement, ils sont pas à leur place, donc ils s'en vont. Et en même temps, ils veulent pas faire du mal à la famille qui les a accueillis, donc ils font en sorte de pas qu'il y ait pas de problème et tout. Ils sortent, tu sais, ils sortent dans des bottes et ils sortent en cachant qui ils sont vraiment. Enfin, il y a plein de symboliques Mm. dans cette scène chez les ogres, avec la mère ogre qui voudrait bien les accueillir, mais en fait, ils se rendent compte qu'une moitié d'amour, ça fait pas un foyer. Enfin, tu vois, il y a plein de Mm. trucs comme ça. Ouais, Moi, ouais. c'est passionnant. Moi, de ce qui me semble me rappeler chez l'ogre, et d'ailleurs, l'ogre n'avait que des filles. Et là, il y a des garçons qui arrivent. Ils sont Oui, contents c'est aussi ça. d'avoir ça. Donc, il y avait aussi des enfants non désirés chez l'ogre, hein, C'est ça. forcément. Avec le père ogre qui est très très content d'avoir des filles, il me semble. Enfin, oui, il y a plein de parallèles à faire. Mais l'ogre, il va pas bouffer au moins un de ses frères. Parce qu'il y a un moment, je crois que l'ogre, il bouffe des gosses, hein, parmi ceux qui sont arrivés. Ils leur font croire, venez, on vous accueille, mais la nuit, il va boulotter un gosse ou deux, hein. Moi, j'avais Ouais, lu mais je ça sais comme plus. ça.
Je sais plus s'il le fait vraiment ou si justement il y a la menace et du coup c'est là où le petit poussé il réagit et qui fait évader tout le monde. Ouais, moi je sais plus trop. Je crois Mm. qu'à un moment il carotte l'ogre et l'ogre il se retrouve à bouffer une de ses filles sans faire gaffe. Je sais plus Ouais, lequel. ça ou un caillou, un truc comme ça. Enfin, ouais, Ouais, mais ça me dit ça quelque chose. mériterait d'être lu. Et on a Mm. eu une autre. Alors, je sais pas si c'est une question ou juste une réaction. C'est Sarah qui dit coucou. C'est exactement ça. À partir du moment où l'on suit ses intuitions et désirs, on ne se trahit plus. Absence de culpabilité. Il n'y a plus, pardon, il n'y a plus que la justesse, euh, celle d'être soi-même. Merci pour vos explications. Bah, merci à toi, Sarah, pour ton commentaire. Que oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Euh, du coup, je vais me dire, c'est quoi la suite? Est-ce que, là, de toute façon, là, il est 47, on commence à approcher de la fin du live. Est-ce qu'il y a une chose importante que tu aurais aimé nous dire, nous partager, que tu n'as pas eu le temps de dire encore? Oui, bah, en fait, moi, je voulais faire juste un petit peu la différence entre l'enfant non désiré et l'orphelin dans la fiction. Ah oui, vas-y. Parce que, au final, du coup, comme je disais au début du live, dans la fiction, il y a beaucoup, beaucoup d'orphelins, dont bah, on va prendre Harry Potter, comme ça va être plus simple. Et au final, quand on regarde la thématique de l'orphelin dans la fiction, euh, c'est, comment dire, c'est plus un espèce de... En fait, il fait le triangle de Cartman, l'orphelin, dans la fiction, parce que du coup, il passe de victime en sauveur pendant tout le bouquin. Bah, enfin, prenez Harry Potter dans votre tête et dites-moi qu'il n'y a pas des moments où il fait victime, sauveur, bourreau, victime, sauveur, Ah, c'est bourreau. Il fait ça tout le temps, en fait. Il fait ça en rond, en rond, en rond, en rond. Et je pense que ce serait intéressant de pas se projeter dans les personnages d'orphelins quand on est soi-même un enfant non désiré, parce qu'au final, la morale et le cheminement, il n'est pas du tout le même. Parce que l'orphelin, ce qu'il doit apprendre, c'est qu'il a sa place dans le monde, mais que pour avoir sa place dans le monde, il faut autant qu'il pense à lui qu'aux autres et pas que à son drama intérieur, tu vois. Et je trouve que c'est très tentant pour un enfant non désiré de se dire ah ouais, faut que j'arrête de croire en mon drama intérieur, machin et tout. Alors que non, en fait, votre problématique, c'est pas celle-là. Votre problématique, c'est arrêter de vous fondre dans les attentes des autres, parce qu'en fait, c'est ça qui crée du drama. Ouais, exactement, ouais. Tu as bien résumé le truc. Voilà. Ouais, ouais. Et moi, pour ma part, j'ai bien noté de lire Hunger Games. En plus, c'est bien, je me suis pas encore spoilée en voyant le film. Donc, Bah, de toute façon, c'est un petit, si vous voulez un petit florilège de références comme ça, moi, du coup, j'avais conseillé Hunger Games à Nathalie. J'avais conseillé, en fait, il y a pas mal de sagas adolescentes où souvent, c'est des héroïnes aussi qui sont des enfants non désirés. Je lui ai conseillé La Passe-Miroir parce que pour moi, Ophélie, l'héroïne de La Passe-Miroir, est un enfant non désiré qui a une super métaphore sur la manière dont elle apprend à s'écouter elle, qui est justement l'idée que le jour où elle n'est pas entière avec elle-même, elle peut plus passer dans les miroirs. Et ça, j'avais trouvé ça magnifique comme métaphore. ouais. Et ça, et pour ceux qui aiment beaucoup l'heroic fantasy, je conseille la saga qui s'appelle L'Assassin Royal, qui explore la thématique de l'enfant non désiré de manière très brute et très crue, parce que du coup, le héros Fitz, c'est le bâtard du roi. C'est le fils du roi avec une servante d'un village alentour. Et du coup, il est intégré à la cour, mais pour devenir un peu un agent de l'ombre pour la royauté du fait de son statut de bâtard. Et même son prénom, Fitz, veut dire bâtard en suédois, je crois. D'accord. Ça, je le Ouais. mettrai tout à l'heure en commentaire pour ceux qui veulent retrouver les références, les Ouais. livres conseillés. Et il y a Ludovic qui a dit il y a une minute, comme Tom Sawyer. Alors, Hmm. du coup, comme c'est en décalé, je sais plus. Tom Sawyer, et c'est quoi? C'est un enfant non désiré ou il a été abandonné? Ou... Tom Sawyer, il a un peu cette thématique de... Parce que Tom Sawyer, il est très attiré par justement un gamin qui est orphelin et qui est son meilleur ami d'ailleurs. Au final, je pense que Tom Sawyer, on pourrait dire que c'est un peu l'enfant non désiré qui justement traîne avec l'orphelin, qui est le... Dans le dessin animé, c'est le petit garçon, il me semble qu'il est... Je sais plus s'ils l'ont fait indien ou noir, mais tu sais, c'était un peu le racisme des années 80. Mais du coup, ouais, je pense que c'est une bonne idée de parler de Tom Sawyer parce que... Tom Sawyer, ouais, je pense que ça doit être pour le triangle de Cartman, parce que Tom Sawyer, c'est un bon petit con, hein. On peut le dire. Il fait vraiment pas mal, hein, victime, sauveur, bourreau.
Tom Sawyer. Ouais, bah moi, quand j'étais gamine, je regardais le dessin animé qui était en Ouais. épisode. À la télé, effectivement, son pote, là, je pense qu'il était plutôt indien. Il me semble C'est indien, hein? je Ouais. suis pas je suis plus tout à fait sûre parce que franchement, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas regardé un épisode de Tom Sawyer pour me rappeler ma jeunesse et de comment c'était. Donc c'est vrai que j'ai vachement oublié, mais Tom Sawyer, c'est clair qu'il fait les 400 coups. Moi, je me rappelle, il était puni, il devait peindre la palissade. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un épisode où il n'est pas en train de peindre la palissade. Je Ouais, ne c'est comprends ça. pas. Mm, mm. Il a passé 400 ans à peindre la palissade, le gamin. Et j'avais lu le livre une fois pour la curiosité, justement, de Tom Sawyer, et il est atroce, ce gamin. C'est vraiment, le bouquin te décrit un gamin, vraiment le portrait du mauvais gamin à l'époque, quoi. Ouais, ouais. Donc, après, moi, je me souviens pas assez de Tom Sawyer pour en Mais je dire. pense pas qu'il est enfant non désiré, parce que justement, il a ses deux parents, et justement, c'est plutôt l'inverse. C'est Tom Sawyer, il est fils unique, il a été trop désiré, peut-être. Ouais, peut-être. Mm. Ouais, remarque, ça peut être intéressant qu'on relise chacun Tom Sawyer et on reviendra commenter ici. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Notre débrief de Tom Sawyer. ouais, le débrief. Moi, je ferais peut-être un débrief de Hunger Games parce que du coup, tu m'as bien donné envie de le lire. Euh, voilà. Bah, écoute, moi, je crois qu'on a bien balayé le sujet de l'enfant non désiré dans la fiction et en quoi c'est un super héros qui déjà C'est lui ça. évolue énormément dans les histoires et les contes et en quoi il fait évoluer aussi les autres personnages. Euh, du coup, c'est vrai que généralement à la fin, on fait de la minute promotion. Du coup, la minute promotion, elle a été faite un peu au début, mais est-ce que tu veux reparler encore un peu de toi, du travail que tu fais en ce moment pour les quelques personnes qui nous regardent et qui n'étaient pas là au début? Bah ouais, moi, en fait, je travaille avec les gens qui veulent s'écrire pour s'explorer. Donc, c'est vraiment l'idée que ouais, je mélange la fiction, l'imaginaire et le développement personnel parce que je pars du principe que, comme tu disais, en fait, des fois, le mental, il bloque. Il veut pas qu'on aille explorer les thématiques qu'il faudrait qu'on aille explorer pour s'en rendre compte de ce qui va pas. Et moi, j'aime toujours passer par l'imagination parce que même quand on raconte des histoires qui ont l'air de pas se passer dans notre monde, avec pas du tout les mêmes codes sociaux, machin et tout, en fait, on parle de soi. Mm. Je vois ce que tu veux dire. Moi, Mm. je sais que quand j'ai fait tes ateliers avec toi, on n'est pas obligé d'être des écrivains dans l'âme ou quoi pour faire les ateliers d'écriture avec Céline. En fait, c'est des écritures qui mêlent dev perso et jeu de rôle. Et on C'est écrit ça. un petit peu, en fait, on répond aux questions que pose Céline. Donc, même si on n'écrit pas très bien, c'est pas grave. On peut faire ça. On peut faire ces ateliers. Moi, je vous recommande vraiment de suivre Céline sur Instagram. Tu es peut-être un peu plus active sur Instagram que sur Facebook. Ouais, bah en fait ouais, oui oui clairement oui, on peut dire oui. Je suis très très active sur Instagram. Du coup, c'est Céline Tech parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà pris Céline Tech. D'accord. Méchant. Et du coup, sur mon Instagram, en fait, je parle vraiment beaucoup plus particulièrement de mon métier de scénariste et autrice. Parce que du coup, là, c'est vrai que je vous parle beaucoup de, voilà, plutôt ma posture de coach. Mais il faut savoir que moi-même, j'écris des scénarios pour des jeux de rôle qui passent dans des émissions Twitch en live sur Internet. Pour ceux qui sont des gamers et qui connaissent Twitch. Moi, Mm. je connais qu'en théorie Twitch. Et on a eu une dernière question de Ludovic il y a une minute qui était, il nous demande est-ce qu'il y a des contes incontournables à lire? Donc là, pas des romans, les contes, j'imagine, bah, peut-être comme Le Petit Poucet. Moi, je crois que je vais Ouais. relire Le Petit Poucet. En Peut-être fait, la je version pense de que Perrault. les contes incontournables, c'est un peu difficile parce qu'il faut avoir une vraie affinité avec les auteurs qui nous ont été transmis. Parce qu'il y a certains auteurs de contes avec qui ça colle et d'autres pas du tout. Moi, je sais que par exemple, je sais plus, attends, je me mélange pas mal, mais j'ai un peu de mal avec les contes de Grimm parce qu'ils sont très très gore. Par contre, les contes de Perrault, ça passe bien, ou c'est l'inverse parce que je les confonds toujours. Mais en fait, je vous conseillerais de tester des recueils de contes avec des auteurs comment dire, identifiés. Mhm. Et si vous accrochez pas avec leur manière d'écrire les contes, bah, vous forcez pas à continuer et à aller voir d'autres auteurs. Ouais, ouais, je Et sais. par contre, pour les contes russes, parce que Prop, il parle énormément des contes russes. Pour les contes russes, bah, je vous conseille, il y a pas mal de recueils qui sont publiés sur les contes et légendes des autres pays que la France. Et du coup, je vous conseille d'aller chercher des collections illustrées parce que c'est génial. Lire un conte illustré, même à
à mon âge de 27 ans, je trouve ça génial parce que ça met l'ambiance encore plus, ça crée la mythologie encore plus. Et je pense qu'il y a pas mal de codes à comprendre dans les contes des autres pays. Du coup, l'illustration me permet de s'approprier l'histoire encore plus vite, quoi. Yes. Ouais, ouais, par rapport à Perrault, il me semble ils sont costauds les contes de Perrault, hein, à revérifier effectivement. Et je me rappelle que bah, c'était cet été, j'en discutais avec une copine qui a sa fille, et elle me disait que c'est pas pour rien que Disney il a revisité les contes parce qu'il y en avait Ah qui oui. étaient vraiment hardcore. Et lui, il a dégagé les passages. Ok, non, ça, on va le sortir, hein, on va adoucir le truc. Les versions Disney, c'est vrai qu'elles sont pas mal parce qu'elles sont assez adoucies pour les enfants, quoi. Parce qu'il y a des contes, des fois, on dit ça, c'est vraiment pour les enfants. Mon Dieu, mais ils vont faire des cauchemars, là, les gosses, hein. Donc, est-ce que c'était écrit pour les manipuler comme ça, ils restent bien sages? Ah mais oui, le, les contes, c'est comme la mythologie. Il n'y a pas une version actée du conte ou de la mythologie qui est la bonne. Et en fait, les contes, effectivement, ça a été utilisé de génération en génération pour apprendre aux enfants le savoir-être. Du coup, selon les générations différentes, le savoir-être qu'on demande à un enfant n'est pas du tout le même. Et c'est pour ça que j'aime énormément justement le travail que fait Disney sur les contes, parce qu'effectivement, tu as les contes de Perrault, c'est quand même hyper misogyne. C'est vraiment petite fille, restez à la maison et attendez qu'on vous marie de force à quelqu'un. Ouais, tu m'étonnes. Oui, on voit bien aussi l'époque, à quelle époque ça a été écrit, quoi. C'est ça. C'est clair, Et hein, si vous avez envie de réécrire les contes à votre sauce moderne, sentez-vous libre, hein, c'est fait pour ça un conte. c'est clair. Il n'y a pas de droit d'auteur. Non, mais c'est ça. Réécrivez des contes avec des enfants non désirés. Faites le petit poussé de 2020, là, moi je serais ravie. Le gamin, il aurait Google Maps. Attends, j'ai Bah, activé c'est le ça. GPS. Au final, il va à la DAS, tu sais. Attends, je te dénonce, j'appelle le numéro. Mais bon, après, les enfants non désirés ne sont pas forcément maltraités ou ne sont pas forcément mal aimés de leurs parents. Ça, c'est encore d'autres sujets dont j'ai déjà parlé. Oui, bah, de Mais toute je façon, vois ce c'est que dans la tu veux dire. fiction, c'est exagéré, hein, encore une Oui, fois, hein. La exactement. fiction, Ouais. c'est une loupe et on exagère tout, hein. Oui, non, sinon c'est chiant et personne ne lit, quoi. La page Bah 5. voilà. Attends, c'est bon. Il faut que le lecteur ressente des émotions, sinon ça sert à rien. Ouais, de l'indignation, des choses comme ça. Genre, mais non, c'est dégueulasse! Exactement, c'est vrai, c'est ça, hein. Ok. Bah, écoute, là, il est quasiment 19h. T'as pas parlé de ton actualité à toi? Oui, justement, j'allais le faire. Parce que là, on n'a plus de questions. Donc, il y a Ludovic qui nous a remercié d'avoir répondu à sa question. Et moi, mon actu, eh ben, je continue toujours de faire j'accompagne toujours les enfants non désirés donc, à s'affirmer et trouver leur place dans leurs relations personnelles. Et pour ça, en fait, en ce moment, j'offre des appels que j'appelle des appels clarté. En fait, c'est un appel pendant lequel on fait le point sur ta situation actuelle dans tes relations personnelles. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à t'épanouir dans tes relations? Quelles seraient les solutions que toi, tu aimerais mettre en place? Et on voit si moi, je peux t'accompagner et t'aider avec mon accompagnement. C'est un appel qui dure environ 1 heure, qui est très utile pour toi parce que ça te permet vraiment de mettre de la clarté sur ce que tu vis en ce moment et sur les solutions que tu aimerais mettre en place. Donc ça, c'est vraiment, en plus, c'est un appel qui est offert. Donc n'hésite pas à me contacter en MP en me disant je suis intéressée par ton appel clarté et on conviendra d'un rendez-vous. Et je fais plein d'autres choses et je vais bientôt en parler. Et là, j'ai eu une nouvelle idée qui m'est arrivée aujourd'hui. J'en parle pas tout de suite. J'en parle vraiment, je pense, d'ici une semaine. Je vais commencer à en parler sur les réseaux. J'envoie aussi les bulles qui s'appellent Surprise de l'univers. Donc tout ça, il y a des petits liens un peu partout. Faut pas hésiter à fouiller ou à me contacter en MP pour poser plus de questions si ça intéresse. Mais c'est vrai que je fais plein de choses et donc voilà. Et aussi, oui, l'actu qui arrive, c'est lundi prochain, live avec Tevi Cohn, pareil à 18h, comme aujourd'hui. Et on va parler du deuil du parent idéal. Yes, Yes. Ouais, trop nous, on bien. est ultra concernés par ce sujet-là. Mm. Je pense qu'on l'est tous, hein, de toute façon. Mais, C'est clair. mais les enfants n'en désiraient encore plus. Et moi, j'ai fait une petite recherche sur Google sur deuil du parent idéal. Il y a très peu de réponses. J'étais étonnée. Il y avait même sur psychologie.com ou je sais pas quoi, il y avait quasiment rien d'écrit.
Donc je pense que ça va être un live super intéressant parce qu'en tout cas en gratuit sur internet, franchement, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc je pense que Tevy va nous partager des choses super intéressantes à ce sujet. Donc on se retrouve lundi prochain à 18h avec Tevy pour parler du deuil du parent idéal. Et puis voilà, je crois que j'ai bien parlé de mon actu, hein. Bah, en tout cas, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir un peu ce que ça donne les accompagnements avec Nathalie parce qu'elle a vraiment ce regard hyper acéré sur les problématiques. Nathalie, elle m'a jamais permis de tourner autour du pot. Et ça, c'était très, très bien. Même des fois, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une problématique et tout d'un coup, Nathalie, elle vient, elle vous dit, bah, dis donc, il n'y aurait pas un truc qui se passe là et qui fait que tu as un blocage ou un truc comme ça. Et moi, à chaque fois, je suis là, oh, mais comment elle a deviné? C'est incroyable. Et ouais, non, c'est un accompagnement qui est à la fois dans la bonne humeur, dans la dédramatisation et en même temps, on va quand même aller déterrer des trucs qui font mal. Et ça fait du bien. Moi, j'aime bien. C'est des accompagnements non dramatiques et en même temps, on y va. Ouais, le qui pique, mais ça va, il y a un peu de rondeur, ouais, exactement. Mm. Tout à l'heure encore, j'étais avec une copine, on se fait de l'échange comme ça, et elle était sur un truc qui l'emmerdait bien, et clac, clac, clac. C'est ça. On a, Voilà, si le coaching de Nathalie devait être une onomatopée, ce serait clac, clac, clac. voilà. Non, mais pas clac, clac, clac des baffes, hein, mais on a démonté le truc, quoi. C'est ça. Donc, ouais, 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 et puis ça va vite, hein, généralement. C'est vrai qu'on n'y passe pas 3 heures, hein. T'es Oh là, super pertinente. exactement. Mm. C'était toi qui m'avais qualifié œil D'œil d'aigle, d'aigle, ouais, les, de faucon. les yeux d'aigle. Ça m'avait fait sourire parce que je suis myope comme une taupe. Ouais, mais je sais pas, tu as vraiment ce truc, cette pertinence-là qui est très acérée sur les problématiques. On peut pas se bullshiter avec toi. Non, bah, c'est pas le rôle du coaching, hein, de laisser Mm. bullshiter la personne pendant des heures et des heures. Ça fera 60 euros. Non, Ouais, c'est ça. c'est pas le coaching, c'est pas le but. Euh, Bah écoute, là je vais couper le live. Au revoir à Oui. tous. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Et puis voilà, et puis on se retrouve très bientôt en